L'année 1995 était une année grandiose pour Nintendo. Le 24 novembre 1995, au salon Shoshinkai, ils annoncent la fameuse Nintendo 64, l'une des consoles les plus révolutionnaires de l'histoire, qui est encore impressionnante à l'heure actuelle. J'en pouvais déjà jouer en 3D il y a 30 ans, c'est pas une dinguerie? Au même moment, ils annoncent l'un des plus gros mastodontes de l'époque, Super Mario 64. Annoncé pour l'année suivante comme le jeu phare de... Je vais pas vous parler de Mario 64 dans cette vidéo. Bref, la même année, dans l'ombre de cette annonce, Nintendo annonce un jeu plutôt inattendu pour la Super Nintendo, Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, en collaboration avec la firme japonaise Square, qui deviendra par ailleurs Square Enix. Dans ce jeu, on incarne Mario dans un RPG narratif avec l'histoire par défaut. Mario qui doit affronter Bowser pour sauver la princesse Peach. Un peu comme d'habitude genre. Mais le tout avec des nouveaux personnages, un tout nouveau gameplay inhabituel chez Nintendo et des nouveaux biomes hyper intéressants. Mais l'entreprise japonaise a créé un jeu très ancré dans ce côté RPG, alors Nintendo a remis en question ce type de jeu sur leur console. Ils attirent la communauté RPG avec la profondeur narrative et le gameplay, mais freinent l'accessibilité au grand public. Ils veulent quelque chose de plus simple, plus universel et plus accessible au jeune public. Alors, quelques années plus tard, ils vont donc réunir leurs idées pour recréer un tout nouveau jeu Mario RPG en respectant ses codes, et c'est là que naît Paper Mario. Alors installez-vous bien confortablement et je vais vous parler de la licence Mario la plus sous-cotée. My bitch a press and cut, little demon in the cut, go raiding at the church, you moving wrong, we clutch, you slime, we sharing slur. On arrive en 2000, le bug de l'an 2000, l'arrivée de Windows 2000, la France qui gagne l'Euro 2000. Ok c'est bon, promis je vais pas parler de Zidane Prime dans la vidéo. C'est juste, c'est les émotions en fait. Cette année-là, ça y est, Nintendo relance leur concept RPG, mais différemment. C'est là que sort Paper Mario, premier du nom sur Nintendo 64. Les personnages de l'univers Mario se retrouvent tous en papier avec beaucoup plus de couleurs, plus simple et beaucoup plus enfantin. Personnellement, contrairement à son prédécesseur de Mario RPG que je déteste, la licence Paper Mario m'a fait aimer le style RPG. Les combats sont pas trop durs et sont plus accessibles et l'univers me donne envie de jouer. Parce que là... Le jeu devient vraiment un RPG grand public qui peut vraiment plaire à tout le monde. On débute le jeu avec une cinématique où Bowser se trouve dans l'habitat des étoiles et vole la baguette étoilée qui permet d'exaucer tous les vœux. Mario et Luigi reçoivent une lettre chez eux et se rendent au château de Peach qui va être soulevé dans le ciel par Bowser, qui va d'ailleurs enculer Mario en lui envoyant des parpaings de l'espace dans la bouche. Ouais, on assiste clairement à un combat du UFC. Mario est alors complètement perdu et va devoir retrouver sa force avec plusieurs habilités qu'on trouvera au fur et à mesure du jeu. Nintendo pense donc avoir trouvé l'équilibre parfait entre le Mario 3D classique qu'on aime tous et le RPG en créant une toute nouvelle identité, et au final ils ont eu raison. On avance maintenant en 2004 sur GameCube, Paper Mario la porte millénaire. Dès le deuxième jeu de la licence, le RPG Mario est littéralement à son prime. 9,1 sur 10 sur GameSpot, 17 sur 20 chez jeuxvideo.com. Non franchement il y a du buzz. Ce Paper Mario est l'un des plus appréciés de la série et a même eu le droit à un portage sur Nintendo Switch en 2024. Applaudissements. T'es obligé d'applaudir. Le jeu reprend la base du premier jeu mais en apportant ce que la série perdra plus tard, une vraie profondeur narrative. Mario débarque dans la ville de Port-la-Canaille pour rejoindre la princesse Peach, une ville portuaire totalement dégueulasse, remplie de criminels qui agressent des Goombas mineurs pour avoir des infos sur les gemmes étoiles. En gros c'est clairement le sarcelle de Paper Mario si tu veux. Le jeu met l'accent sur les biomes un peu chelous et le glauque, on y trouve même parfois des taux de fantômes. Eh la vie de ma mère, tu me fais un truc chelou dans le noir, la vie de ma mère, je crie. Wallah que je crie. Nique sa mère si les voisins ils viennent. Le style de combat ne change pas vraiment, mis à part le fait que les combats se déroulent dans un théâtre avec des Koopas qui nous regardent. Bon c'est un peu bizarre mais la série a réussi à se réinventer grâce à ce côté glauque et beaucoup plus mature, des manières de jouer beaucoup plus fun, genre participer à des émissions ou encore pouvoir voyager en train. Il arrive à mélanger l'humour typique de Mario et un univers sombre mais poétique, avec des chapitres profonds et mélancoliques. Ok, là on arrive sur le climax, le prime, la cerise sur le gâteau de la narration sur un jeu Mario. En 2007 sort Super Paper Mario sur Wii et c'est un énorme choc. Nintendo abandonne presque toute la structure RPG et se rapproche d'un Mario Bros avec un jeu en 2D, mi-3D, on sait pas trop. Mais en échange, il raconte l'une des histoires les plus sombres de l'histoire de Mario. On nous raconte qu'il existe un livre maudit qui contient la prophétie de la fin du monde et de la destruction totale de tous les univers. Le responsable de cette prophétie est un personnage du nom de Comte Niark, un mec un peu mystérieux venu d'une autre dimension, mais il veut pas capturer Peach comme Bowser, il veut mettre fin à toutes les existences. Après le mariage forcé de Peach et de Bowser, Mario et Luigi viennent sauver la princesse chez ce dernier, puis le comte Niark spawn avec la princesse Peach bloquée dans un genjutsu et Niark utilise un artefact cosmique pour aspirer tout le monde dans un trou noir, sauf Mario. Il rencontre alors un papillon nommé Tippy qui lui dit de la suivre s'il veut régler cette histoire. Il apparaît alors dans une ville nommée Recto, une ville dimensionnelle qui n'existe pas dans la réalité. Il rencontre alors le chef de la ville, Merlon, le gardien de la prophétie qui sauve les univers. En gros c'est l'inverse de la prophétie de Niark quoi. Et ce dernier lui indique de trouver les 8 cœurs purs pour éliminer le trou noir de Niark qui peut absorber tout l'univers.
En gros, je vous mens pas, l'histoire est un peu galère à comprendre, il faut savoir qu'on ne parle pas de sauver Peach, mais de sauver l'univers dans ce troisième opus. Pour le gameplay, ça n'a plus rien à voir. On est plus sur un platformer avec de l'action en temps réel et pas des fights en tour par tour comme dans les précédents jeux. Avec des énigmes, des jeux de puzzle et une mécanique incroyable, Mario peut basculer en 3D comme en 2D, ce qui permet d'avoir des passages ou des ennemis cachés en 2D mais qui sont visibles en 3D. Le jeu est un peu compliqué à prendre en main et c'est clairement pas le plus apprécié de tous car il est très différent des autres. En 2012, Nintendo réinvente encore une fois le Mario RPG et prend un tout nouveau virage à 180 degrés avec Paper Mario Sticker Star, sorti sur la console qui a bercé mon enfance, la Nintendo 3DS. Ces menus, ces jeux, ces musiques. Ce jeu reprend la structure RPG comparée au précédent, l'histoire est beaucoup plus simple et moins expérimentale, et les combats n'ont plus rien à voir. Personnellement, j'adore ce jeu et franchement c'est mon jeu préféré de la licence. Après les gars, je vous l'ai dit, la 3DS a bercé mon enfance. Tout commence avec la fête des stickers, une célébration qui se déroule tous les ans où les Toads admirent un objet sacré, la comète sticker. Comme d'habitude, Bowser débarque et touche la comète, elle explose et se détache de tous ses fragments, les stickers royaux. Bowser absorbe donc cette puissance et décide de se transformer en SSJ2 littéralement et déclenche une tornade dans toute la ville. Évidemment, comme d'hab aussi, Peach disparaît. En vrai les gars, c'est plus un choc. Mario rencontre Colette, l'esprit gardien de la comète, et elle lui explique qu'il faut retrouver les stickers royaux et arrêter Bowser. Les habilités ont totalement disparu pour faire place aux stickers qui permettent de faire des attaques plus ou moins puissantes en fonction de leur rareté, et ils permettent aussi de résoudre les énigmes du jeu. Le jeu fonctionne comme en Mario Bros dans le système de monde, avec des niveaux dans plusieurs mondes différents. J'avoue que pour les deux derniers opus, j'y ai pas du tout joué, alors mon avis ne sera pas du tout subjectif. Mais bon, après pour Color Splash les gars, j'ai arrêté un let's play de Polo. Après mes recherches, je trouve les deux derniers opus quand même assez similaires dans la forme, mais assez différents dans le gameplay. Après Sticker Star, comme d'habitude, Nintendo réinvente encore une fois la licence en poussant la direction artistique encore plus loin avec Paper Mario Color Splash. L'aventure se déroule sur une île dépendant de la couleur avec le monde qui devient tout gris et tout pâle. Mario doit alors restaurer la couleur grâce à un pot de peinture vivant qu'il va rencontrer au début du jeu et qui est lié à la source de la catastrophe qui menace le monde. Je trouve quand même le jeu vraiment inspirant et créatif, contrairement à Sticker Star, on retrouve vraiment un arc émotionnel qui est vachement présent. Pour la troisième fois d'affilée, les combats changent encore en remplaçant les stickers par des cartes à peindre. Tu dois gérer ta réserve de peinture et charger tes attaques. Pour Paper Mario Origami King, le dernier opus sorti en 2020 sur Nintendo Switch, Nintendo perfectionne encore sa direction artistique de Color Splash et Sticker Star. Le monde est envahi par un roi qui veut transformer le royaume en origami. Durant cette aventure, Mario est accompagné de la sœur du roi et leur relation crée une vraie émotion chez les joueurs. Pour la quatrième fois les gars, les combats sont encore réinventés. Ici, on utilise des puzzles circulaires où il faut aligner les ennemis sur un anneau pour les attaquer et on trouve un mélange de stratégie, de logique et de timing. En vrai, je trouve les deux derniers opus qui sont quand même dans la même vibe de l'esprit créatif, je trouve. En vrai, quand on regarde chaque jeu de la série, on a l'impression que c'est une expérience sociale. Bon, pas comme ça, mais je trouve que chaque opus de la série est vraiment différent et vraiment unique, avec des nouvelles idées qui définissent la nouvelle mécanique de gameplay du nouvel opus. Genre, on joue jamais deux fois au même Paper Mario à chaque fois. Et c'est peut-être pour ça que la série divise autant, parce qu'elle refuse de rester immobile. Elle refuse de vivre uniquement dans la nostalgie et décide de se réinventer à chaque fois. Et aujourd'hui, pour le 7ème opus, j'aimerais qu'ils aillent encore plus loin. Un Paper Mario avec des robots, un univers plus futuriste avec une armure robotique que posséderait Mario qui permettrait d'avoir des nouvelles habilités pour revenir à quelque chose de plus fidèle au précédent jeu, ou même rehausser le niveau de narration comme l'opus de la Wii, par exemple en faisant de Mario, Peach ou Luigi l'antagoniste du 7ème opus. En vérité, très peu de franchises réussissent à se réinventer à chaque nouvel opus. Très peu acceptent de prendre le risque de décevoir pour essayer quelque chose de nouveau. Paper Mario l'a fait encore et encore. Alors peut-être que la série n'est pas cohérente, peut-être qu'elle n'est pas perdue, mais peut-être qu'elle est simplement libre. Et si un jour un nouvel opus arrive sur la nouvelle console de Nintendo, je ne veux pas qu'il soit confortable, je veux qu'il me surprenne, comme ils ont toujours réussi à faire.